NBA finale 2020. Les Lakers 3, Miami 1. Aïe, 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 aïe. Ça sent la fin de saison, cette affaire. On n'y est pas encore. Hein ? Ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, dicton bien connu Du côté partout de Memphis. en NBA, même dans plein d'autres endroits. À Auckland, ils connaissent bien le dicton aussi, je te cache pas. Chez les Clippers aussi. Là, ça c'est au-dessus de la c'est galaxie. dans le salon de Doc Rivers. Tout à fait. C'est comme un Ben, je sais pas si vous voyez ce que c'est un Ben, c'est là il y a écrit ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, même si tu mènes 3-1. C'est ça. Très très fan des habitants de la ville de Troyes, les Troyens. Monsieur Doc Rivers aime beaucoup. Je crois qu'il vient de là-bas d'ailleurs, vu le nombre de fois où il est Troyen. Tu vois. Tu crois qu'il aime bien l'andouillette ? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, les Troyens, moi j'adore. L'andouillette de 3, mon gars. Andouillette de 3, on en reparlera lundi. On s'installe peinard en faisant la bise. Petit apéro sur ce Game 4 des finales NBA. On a essayé d'en débriefer un maximum. C'était hier soir. On avait fait déjà une petite vidéo quand le Heat était revenu à 2-1. On avait vu la mixtape de Jimmy Butler. Vous pouvez à nouveau revoir cet apéro. On s'était posé beaucoup de questions, savoir si justement ça allait revenir à 2-2, si les Lakers allaient remettre un petit coup de rein. Et justement, on a eu le match hier soir. C'était à 3h du matin. Victoire 102-96, si je dis pas de bêtises. C'est ça. De nos amis de Los Angeles, qui sont donc plus qu'à une victoire. Kobe! Plus qu'une victoire de remporter leur 17e titre dans l'histoire de leur franchise et mettre un point d'exclamation sur une saison assez extraordinaire. Très bizarre, une saison coupée, des playoffs sans spectateurs, plein de choses bizarres cette saison. C'est ça. Que le Heat et les Lakers ont été les meilleurs, c'est plus persévérant. Les équipes qui l'ont mieux affronté. Ouais. Bon, voilà, 3-1, on sait 3-1, on sait que, sauf dans les cas de figure qu'on vous a énoncés en début de vidéo, sauf chez les fans normalement, tu d'andouillette. reviens pas. Normalement, c'est bon, il n'y a pas de Jamal Murray, il n'y a pas de Nikola Jokic. Évidemment, le Heat est particulièrement téméraire et ils vont pas lâcher. Déterminé, ils ne vont pas lâcher. Et justement, on va parler de Miami tout de suite, puisque le match avait déjà une sacrée saveur, puisqu'on avait le retour de Bam Adebayo, quand même, dans le groupe. Il avait fait le Game 1, ça s'était pas très bien passé, et puis absent du 2 et 3, il revient sur le 4. Il a fait un vrai match, je veux dire, il a joué 30 et quelques minutes. Oui, actif, le Bam qu'on connaît. Ouais, un poil gêné, tu le vois sur certaines phases, mais il était là. Tout à fait. Il était là. À prendre des gros rebonds offensifs, à essayer de bien défendre. Ce qui a aussi modifié les rotations qu'on a vues du 8, notamment sur ça a modifié les l'utilisation rotations du 8, ça a modifié celle des Lakers un petit peu aussi. Tout à fait. Et donc forcément, Miami, on va pouvoir en parler tout de suite. Ils étaient donc revenus à 2-1. Et un des premiers aspects, c'était, au-delà du retour d'Adebayo, c'était la perf de Butler devait être suivie par une perf. Évidemment, c'est difficile de refaire 40 points, 11 rebonds, 13 passes ou je ne sais Après, plus. si Butler se met à tourner en 40 points triple-double sur les finales, attention. Bon, plus besoin de recruter Giannis, comme on dit chez Pat Riley. Là, pour le coup, Jimmy, c'était un tout autre match. Déjà, on a vu... après, je sais pas si c'est là que tu voulais en parler, mais je t'en prie, tu parles de Jimmy, on a vu un premier changement tactique côté défensif Lakers. Déjà, les Lakers, globalement, ont beaucoup mieux défendu. C'est leur meilleur match défensif des finales, pour l'instant, pour moi, celui-là. Très clair. Clairement. Et notamment, on a vu vraiment... Alors là, sous les écrans de Jimmy, ils sont passés hyper en dessous, au large. Genre, tu ne pénètres pas. Genre, il y en a marre de voir Jimmy Butler vivre sur la ligne de lancer, provoquer des fautes et tout. Du coup, on a vu Jimmy shooter un peu plus de loin. Le match où il met 40 points, il prend pas un seul 3 points. Hier, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il en prend 2, peut-être même 3. En tout cas, il en met pas. Ouais, il y a de la fin de possession un peu zarbe, donc forcément. Voilà, et ça c'est un des effets du côté, tu sentais que ok, ça a continué à beaucoup switcher, mais dans les cas où tu peux ne pas switcher, ça passait très largement sous l'écran, quitte à ce que Jimmy shoot dans le périmètre. C'est ça. Mais ils voulaient pas le voir dans leur raquette. Non, c'est clairement. Clair. Le premier quart est très bien réussi, il est à 5 sur 5 au shoot, donc tu te dis, oh putain, ça y est, ça va recommencer. L'autre, il va mettre tout le monde dans la sauce. Dès qu'il voit Markieff Morris ou Kyle Kuzma en switch sur lui, il est là genre, attention, buffet à volonté, andouillette, hashtag andouillette. Mais c'est vrai qu'un des premiers ajustements notamment, c'est qu'on a vu Anthony Davis être pas non plus chargé, puisque c'est un travail collectif, pas être chargé de Jimmy Butler, mais d'être un peu quand même en indiv sur lui, c'est-à-dire on va te terrifier mec, parce que pour essayer d'attaquer sur Anthony Davis, faut venir un peu d'une autre planète. C'est plus compliqué que sur Kuzma, on est d'accord, ou que sur Markieff Morris, ça on est bien d'accord. On n'est pas sur le classement du J'ai bien aimé aussi le travail des KCP et Danny Green à ce niveau-là. KCP de toute façon. À KCP, on va reparler de son match. C'est l'MVP de la rencontre. C'est le Factor X en tout cas. Factor X. Clutch et Factor X en plus le gars. Wow. Je suis d'accord.
Même Danny Green, je veux dire, on a vu Danny Green rentrer des tirs. Hein. Donc au-delà de l'aspect défensif, Danny Green a mis des tirs. Vous pouvez Cette année 2020, vous pouvez extraire cet extrait vidéo. Cette année 2020 est tellement bizarre que même Danny Green met ses shoots. Non, mais pour en revenir à Butler et plus généralement au Heat, le Heat a dû affronter une défense des Lakers bien plus, au-delà de l'organisation tactique, bien plus déterminée et bien plus motivée que sur notamment le match précédent, mais même je dis depuis le début de la série de finale. Ah oui. Donc ça a modifié pas mal de choses. On a vu Tyler Herro continuer à nous faire du Tyler Herro, hein, donc c'est-à-dire du bon petit game de rookie, mine de rien, hein, franchement. Il n'a pas peur, il continue, il prend ses tirs et tout. T'as parlé de Bam Adebayo. Bam Adebayo a quand même scoré un peu, un scoring un peu intérieur que tu n'as pas avec Kelly Olynyk. Non, c'est sûr. Du coup, on a moins vu Kelly Olynyk. Quand il y a Bam Adebayo, tu vois moins Kelly Olynyk. Et par moments, j'étais là genre, c'est dommage. Je dis pas que c'est plus facile. Si en fait je le dis, c'est plus facile limite pour les Lakers de défendre le Heat quand il y a Bam Adebayo que quand il y a Kelly Olynyk. Mais c'était toute la question. De défendre, j'ai bien dit. Attention, pas d'attaquer, de défendre. C'était toute la question de ce match. On avait dit si Adebayo revient, tu vas pas pouvoir profiter du même spacing que quand il y avait Olynyk et Odilona. On avait vu Olynyk. De toute façon, quand le feed a commencé sur ESPN, on a vu les commentateurs dire Olynyk, il avait mis quoi ? Il avait mis 40 points en combiné sur les 2 matchs précédents. Donc tu te disais, oh putain, c'est vraiment une arme qui est redoutée par les Lakers. Il étire la défense, il les empêche de bien protéger leur cercle. Enfin, pour Butler, c'est parfait pour pénétrer. Parce que tout à fait. Et donc là, si je ne dis pas de bêtises, il a pris 4 shoots hier Olynyk. Ouais, puis il a moins de minutes. Mais je crois qu'il prend 4 tirs. 4 tirs, 1 sur 4, 0 sur 2 de loin. Et il n'a joué que 12 minutes. Hein. De toute façon, sur le Heat, il y a tellement de choses à dire parce que c'est pas qu'ils ont fait un mauvais match. Ils ont essayé de se donner au max et ils sont restés dans le rétro des Lakers en forçant des balles perdues de LeBron et compagnie, en essayant de grappiller des points intelligemment dans ce 3e quart qui est compliqué. Ça chope des lancers, ça a trouvé les bons gars, mais il y a beaucoup de choses, moi, qui m'ont vraiment perturbé avec le Heat hier soir. Vas-y. Déjà, je ne sais même pas comment se fait-il que 1, il est stand de jeu et 2, ce nombre de shoots. Kendrick Nunn. C'est un désastre son match hier soir. Oui, on peut discuter effectivement du nombre de tirs et des minutes de Kendrick Nunn, c'est sûr. Après, t'as pas Dragic, donc faut bien que tu foutes des gars. Tu peux pas avoir. Butler a joué quoi ? Butler a joué encore 45 minutes, non, hier et tout. Tu dois avoir un autre mec qui a la balle en main. Non, mais bien sûr, mais tu vois, quand Jimmy Butler, par exemple, il l'avait, je l'ai trouvé moins agressif, évidemment, que l'autre match, parce que l'autre match, c'était une supernova. Mais je trouve qu'il a pas pris non plus, une fois son premier carton, il a été très bien défendu, mais il a pas pris trop de shoot ou tenté d'agresser un peu. Et donc tu te retrouves à donner des responsabilités tout à fait à un Kendrick Nunn. Et j'ai du mal avec ça, parce que le mec, non, il est pas fait pour ce stage, quoi. C'est pas possible. Perso, j'étais assez... c'est là aussi où tu vois les limites d'ailleurs de la plupart des équipes, mais là notamment de Miami, quand tu enlèves Dragic, c'est le 2e meilleur joueur offensif du 8 sur ces playoffs. Oui, tout à fait. C'est pas rien, quoi. Tout à fait. C'est juste que quand j'ai vu Kendrick Nunn prendre autant de shoots que Olynyk et Adebayo combinés, je me suis dit, il y a un problème dans la rota. Il y a un problème, il y a aussi comment la défense des Lakers l'a joué. La défense des Lakers était très contente de voir Kendrick Nunn prendre des tirs. Les contests, ils étaient peinards. C'était le meilleur joueur des Lakers hier soir. Forcément, tu te dis, bon, Kendrick Nunn, il est pas en feu et tout. Je vais pas lâcher Jack Crowder pour aller fermer sur Kendrick Nunn. Hein. Kendrick Nunn, tant pis, il va shooter. Donc ça aussi, la défense des Lakers, qui est quand même une défense qui, au-delà d'être plus déterminée et tout hier soir, est de base une défense avec beaucoup de joueurs intelligents, beaucoup de joueurs avec un vrai QI défensif. Les Danny Green, pour le coup, Anthony Davis, LeBron, ça va, je pense. Hein. Tu vois, Rondo, exactement. Même Kentavious, qui est pas toujours le joueur. Je commencerai pas forcément par vanter son QI quand je parle de Kentavious. N'empêche que défensivement parlant, quand il est focus, c'est un très bon élément d'une défense. Alors quand après il shoot bien, c'est alors après quand il shoot bien, ou qu'il te fait des drives dans le clutch, des finger rolls avec la planche dans le clutch. L'autre dans le clutch, il fait péter un drive, tu fais attends. Kobe CP. C'est ça, tu fais genre mais attends. Pardon. C'est Bradley Beal. Ils ont transféré Bradley Beal. Merde, c'est passé en secret. Je donne du crédit évidemment à la défense des Lakers et on en avait parlé dans la vidéo précédente. On les avait vus en prendre combien ? Ils en ont pris au-delà de la perte de Butler, ils ont pris 114 points, 116 points, je sais plus sur 124. Ils en ont pris combien sur le match 3 ? Les Lakers 2 points. On les avait vus, on avait dit putain. Oui, alors là pour le coup, on a fait un apéro et on était là, ça devrait être 114, inadmissible. Ouais, ça devrait être inadmissible pour eux de prendre 96.
ça devrait être inadmissible pour eux de prendre plus de 104 points. 96. 43% au shoot, on va les faire chier du début à la fin. Voilà, et puis pour le coup, là, pour n'importe quelle équipe NBA, battre les Lakers quand tu mets que 96 points et que t'as LeBron James et Anthony Davis en face, plus Kentavious Bradley Beal, bon, attention, c'est compliqué là, 96 points, compliqué et encore, parce qu'on va y venir, je pense que t'as envie d'en parler aussi, on peut pas dire que les Lakers s'est très bien attaqué hier, hein. Attention, hein. Loin de là, d'ailleurs, ils mettent que 102 points. Alors, le Heat est une très bonne défense, pour le coup, Adebayo, là, il apporte. Ah bah, il a apporté. Là, clairement, là, ça se voit là. Tout à fait, et puis Iguodala, et puis Crowder, Iguodala a fait un taf de bœuf. Crowder comme d'hab, hein, comme depuis le début de finale. Iguodala, on l'a vu Jimmy, sur LeBron. Bref, il défend. Tout à fait, on a vu Iguodala sur LeBron et sur Anthony Davis, on l'a vu sur des drives, on les a vu vraiment être très bons Miami en défense. C'est vrai que les Lakers, le running gag sur les balles perdues commence à être vraiment fatigant. Ils perdent des valises de ballons et... LeBron, tout ce qu'ils perdent. Ouais, et des ballons cons. Hein. C'est vraiment des erreurs de... On a déjà parlé au Game 3. Je me dribble sur le pied, gna et tout, machin. Non, LeBron, sa première mi-temps... C'était pas top. Il avait plus de ballons perdus que de passes d'ess et de points en cumulé. Donc, bien sûr. J'exagère un peu exprès, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Non, c'était très tendu. Et puis la défense du Heat, puisqu'on a vanté celle des Lakers, on en avait parlé, pareil, je sais plus si c'était en sortie de Game 2 ou de Game 3, mais on avait le pressentiment que Eric Spoelstra commençait à trouver sa méthode vis-à-vis d'Anthony Davis. Ok, on va te forcer à être dans des zones d'inconfort. Ouais, le plus loin possible du cercle. T'es pas au rebond off. Voilà. T'es pas au tip-in. Ah, ils le font chier. Hein. Et ils le font giga chier. C'est superbe ce qu'ont fait les gars de Miami sur Anthony Davis. Donc forcément, l'attaque des Lakers est moins bonne quand t'as LeBron qui a les mains pleines de Saint-Hubert 41 et quand t'as Anthony Davis qui est pas forcément dans sa zone de confort. Complètement d'accord. Après, l'inconvénient, et on l'a vu un peu plus en deuxième mi-temps, c'est que ça reste quand même LeBron James en face et qu'il analyse extrêmement vite ce qui se passe dans un match. Et qu'est-ce qui se passe en deuxième mi-temps ? L'autre, il met 20 points, dont la moitié sur la ligne de lancer, parce que comme tu veux écarter Anthony Davis, t'es quand même obligé de respecter le shoot d'Anthony Davis. Donc tu décales des joueurs un peu plus loin du cercle. Donc le Bron, il se retrouve face à Duncan Robinson ou même face à Butler ou Iguodala, ce que tu veux, il les emmène au cercle. Il prend des fautes. Il y a ce N1 là monstrueux à 83 partout. L'autre, il drive, il se fait quand même bien découper, il arrive à finir quand même main gauche, à marquer. Tu vois, dans un moment pareil, c'est très important et ça montre tout l'aspect, évidemment, le côté physique, la puissance de LeBron James, je pense que ça, c'est même plus à montrer, mais en fait, son analyse permanente du match est assez hallucinante. Et donc, ils ont fait super chier Anthony Davis, mais tout de suite, tu as un LeBron James et Kentavious Caldwell-Pope. Je pensais pas dire cette phrase-là. Et Rajon. Un jour, bien sûr. Rajon a été... Mais Rajon, depuis le début des playoffs, franchement, il fait bien plaisir. sûr. Mais hier soir, on n'a pas trop parlé parce que KCP joue comme Kentavious Chris Paul pour continuer il fait son job, Rondo. Mais Rondo a été, et même plus que son job, je crois que c'est dans le deuxième quart qu'il y a eu cette espèce de bon momentum pour les Lakers. Et en deuxième mi-temps, évidemment, mais où Rondo... dans le hustle, dans les lectures de passes, dans les rebonds, dans tous ces trucs de fouinasse. Trucs de fouinasse, je suis d'accord. Il doit prendre des verres avec Jason Kidd, lui, ça doit être... les deux, là. Alors, c'est clair qu'au concours à 3 points, tu rigoles. Par contre, c'est clair qu'en termes de fouinasse et de je contrôle un match... Rondo, tu vois, par exemple, hier, le Heat était content de le laisser shooter. Oui, tout à fait, hier. Par exemple, non mais hier, je dis, parce que Rondo reste quand même un mec où, statistiquement parlant, tu regardes sa carrière et tu regardes même quand il est bon... Tu te dis, je préfère qu'il shoot plutôt qu'il commence à driver et à foutre le bordel dans ma défense. Bien sûr. On est d'accord tous là-dessus, je pense. C'est juste ça. Hier, Hier, Rajon, 1 sur 7. Voilà. On en parle, voilà, on y est. 1 sur 7. Mais après, il y a du rebond, il y a de la petite interception de Fouinas, il y a de la passe d'ess, il y a le gros rebond off, là. Ah non, mais plus la possession derrière avec LeBron sous l'arceau et tout. C'est un rebond de Rondo, ça. Il y a tout le temps des fights de Rondo. Donc, non, bien sûr. D'ailleurs... Un truc dont on a parlé dans la preview et dont on a parlé à plusieurs reprises quand on a débriefé, mais là ça s'est beaucoup vu aussi hier, l'expérience des Lakers. Rondo, Anthony Davis, LeBron James, y a de l'expérience. Il y a tu vois, Rondo, c'est une fouinasse et c'est aussi une fouinasse qui sort du bois au bon moment. Ça, l'expérience joue beaucoup. LeBron, quand je te dis, il analyse, il voit et tout, puis là, en fin de match, il sait, LeBron. Il sait qu'il faut mener 3-1. Il voit qu'Anthony Davis se fait un peu repousser du poste et tout. Il sait qu'il doit driver. C'est pour ça, tout à fait. C'est pour ça qu'en comparaison, quand deux de tes 3 joueurs les plus offensifs, c'est un rookie de 20 ans qui était au lycée et mangeait ses crottes de nez il y a 2 ans, et Kendrick Nunn, il y a un problème dans la soupe. Je voulais voir plus de Kelly Olynyk.
D'accord, c'est ça que tu voulais. Je voulais voir plus de Kelly Olynyk, je voulais voir plus de Jimmy Butler. Normalement, c'est deux des gars les plus vétérans de l'équipe. Parce que Kendrick Nunn et Kelly Olynyk, entre guillemets, en termes de rotation, ça a quasi rien à voir. Oui. Donc, non, c'est les responsabilités offensives, en fait. Voilà. C'est-à-dire que si tu veux, quand Jimmy Butler, il est agressif dans le premier quart-temps, fabuleux. On le voit être à 5 sur 5 au tir. Il a été très bien défendu par Anthony Davis, etc. Je l'ai trouvé plutôt passif par la suite. C'est-à-dire qu'il a pris des shoots compliqués, il n'est pas allé autant. Je sais pas combien de lancers il a provoqué, Jimmy Butler. Je sais pas si t'as. 6 ouais, un truc comme ça. Il a essayé d'en gratter un petit peu, mais c'était pas. 6 sur 7. Ah, tu me demandes quand tu veux des stats. Oui, voilà. Vas-y. Il est à 6 sur 7 au lancer sur ce match. C'est bien, mais. Il y a de la passe d'ess, il y a du rebond. Il fait un gros match, Jimmy, encore. Il fait un gros match, mais tu sais que là, sur un match comme celui d'hier soir, je trouve que 29 shoots pris par Tyler Herro et Kendrick Nunn, c'est pas possible. Ou alors, en effet, Tyler Herro est dans une espèce de zone comme on l'a vu face aux Celtics, et à ce moment-là, vas-y, prends-en 47 des shoots. T'as raison, mais en même temps, c'est aussi comme ça que joue le Heat. Et qu'à un moment donné, c'est peut-être pour le coup là compliqué pour Spoelstra de pas révolutionner, mais tu vois, de genre vraiment modifier son plan de jeu global. Duncan Robinson est chaud, nourris-le encore plus. Peut-être, mais peut-être aussi qu'on peut aussi voir, malheureusement pour le Heat, le côté envers du décor, le côté genre ils n'arrivent pas offensivement, en dehors d'un match de ouf de Butler, ils ne peuvent pas offensivement combler l'absence de Dragic. C'est pas vraiment possible en fait. Bah, j'entends. Peut-être. Tu vois, genre. Tout à fait, j'entends, mais ils ont pas pris plus 20 quoi. Ce qui me frustre avec le Heat, c'est qu'en fait, non, ils sont pas loin. Ils sont dans le game. C'est leur défense qui les tient bien dedans. Mais c'est ça. Ils ont bien défendu. Et donc du coup, ils sont battus. Tout à fait. Donc en effet, tu lâches les armes, tu te fais battre par tout ce qu'on a dit, expérience, LeBron, AD, Rondo, KCP, tout ça très bien, mais tu t'es pas fait savate. Donc en fait, tu peux avoir des regrets. Je trouve que si t'es fan de Heat, tu peux te dire putain, on était vraiment là quoi. On était vraiment pas loin. Et qu'il y a des gars comme Iguodala ou Butler ou Olynyk ou d'autres qui, juste à un moment donné, ont plus d'XP que des gars comme Kendrick Nunn et Tyler Herro. Je te suis là-dessus. Ce que je veux juste dire, c'est que en théorie, t'as raison. Dans le feu du match, c'est déjà pas si simple que ça à mettre en place que les deux, là, c'est des baisers, ça prend les tirs. Ça prend les tirs, Kendrick. Vas-y, Spoelstra, stop. Ben voilà, alors c'est Spoelstra qui doit dire stop, sauf que s'il dit stop, c'est quoi derrière ? J'ai tout Jimmy, full Jimmy. Pourquoi pas ? Peut-être. Ou si tu veux faire jouer plus Olynyk, c'est quoi ? Tu fais moins jouer Adebayo ou tu les fais jouer côte à côte ? Quand on a fait pose la question. Quand on a fait la preview de la série, je crois que le joueur que tu voulais le plus surveiller, c'était Jimmy Butler. On était grave d'accord là-dessus. Tu voulais des bêtes de finale, Jimmy Butler. Putain, il fait des bêtes de finale. Et il fait des bêtes de finale. Il fait des bêtes de finale, il n'y a pas de problème. Juste, on est d'accord, pour battre LeBron James, Anthony Davis en mission. J'aime bien là, quand il fait son 22 points, 7 rebonds, 7 lancers. Tu sais très bien que c'est passé. Je suis d'accord. Donc il faut plus de Jimmy Butler. Je te dis, je te suis là-dessus, mais je dis, n'oublions pas et ne minimisons pas ce qu'est l'absence de Goran Dragic par rapport au niveau qu'il avait depuis le début. C'est comme ça. C'est qu'il y a un moment, une blessure modifie non seulement ton plan de jeu et tes rotations évidemment, mais modifie aussi tout simplement le niveau de talent dont tu disposes. Ouais, tout à fait. Et Goran Dragic, dans un match comme ça que tu perds de 6, peut-être qu'il fallait plus de Jimmy Butler, peut-être qu'aussi en théorie, en fait, un Dragic pouvait faire pencher la balance du côté de Miami. C'est juste ça, je veux pas qu'on minimise ça, mais je suis d'accord, moi, le match de Kendrick Nunn m'a gavé. Je pense que personne ne minimise l'absence de Goran Dragic. Hein. Tu vois, surtout Kendrick Nunn, Tyler Herro, ça m'a moins choqué dans le sens où, mais quelque part, je me dis, le rookie, il est quand même capable vraiment d'en mettre. Alors que Kendrick Nunn, j'avais vraiment le sentiment, genre quasiment à chaque fois que je shootais, il va jamais en mettre. En fait, tu vois, genre fait chier, quoi. Alors que le rookie, Herro, franchement, je dois avouer que l'autre, il a tellement peur de rien, il a tellement un joli bras que tu te dis, bon, pourquoi pas, en fait. Moi, j'aime bien. Mais c'est Kendrick, quoi. Kendrick Nunn, ça, par contre, là-dessus, je suis d'accord. C'est Kendrick Perkins au tir. C'est ça. C'était pas Kendrick Nunn. Dans un match où je trouve le Heat est un peu plus équilibré, le joueur qui a pris le plus de shoot à Miami était Tyler Herro, ce n'est pas possible. Pour moi personnellement, j'aimerais bien que là-dessus je te suis. Plus, et que derrière, Bam Adebayo, même Iguodala, Crowder, Iguodala, Olynyk doivent prendre plus de shoot que Kendrick Nunn, c'est tout. Ça là-dessus, tu peux avoir des problèmes offensifs, dire que les Lakers, etc., mais tu peux aussi te regarder dans la glace et te dire Kendrick Nunn a pris plus de shoot en combiné que Jay Crowder et Kelly Olynyk, ce qui est d'accord, on peut aussi le mettre un peu, comme tu disais, sur le compte de Spoelstra, qui fait des playoffs incroyables et tout ça, machin, mais juste là, effectivement, peut-être tout simplement, au-delà même du nombre de tirs, peut-être tout simplement trop de minutes de Kendrick Nunn. Parce qu'attends. Il y en a combien ?
26. Parce qu'en plus, c'est trop. C'est pas comme si l'autre c'était un bodyguard en défense en plus. Hein. Ah bah non, c'est tu vois, genre à la limite. Donc c'est ça qui m'a fait chier. Genre il aurait mis le verrou sur Rondo, on dirait il rentre pas ses tirs. En même temps, les Lakers n'arrivent plus à jouer, donc pourquoi pas. Sauf que c'est un toréador, donc le problème c'est que derrière ça passe. Exactement. Donc là c'est un problème. Mais on voit bien quoi, il a une rotation. C'est ça. Il a une rotation à 8, donc Kendrick Nunn. Donc là il a un autre problème qui est de est-ce que vraiment, dans ce cas-là, tu fais le choix de vraiment Butler, toutes les actions, il les a en main? Ou quasiment. Bah, je sais pas, au match. T'as qui comme ball handler? Bah, je sais pas, mais au match précédent, c'est ce qui s'est passé. Il a eu un nombre d'utilisations incroyable et ça a plutôt bien marché pour le 8. Oui, ça a plutôt bien marché, mais là, il était beaucoup mieux défendu collectivement par les Lakers. Donc c'est plus compliqué. Continue. C'est toi la star de notre équipe, je trouve, perso avec Jimmy. En tout cas, à suivre avec le match. Évidemment 5 qui aura lieu ce vendredi soir à 3h du matin si je dis pas de bêtises. Côté Lakers, évidemment la victoire est hyper satisfaisante. Qu'est-ce que ça va donner justement pour la suite? LeBron, on a eu toute une discussion sur les 2 premiers matchs de la série. On se disait oui, MVP des finales. Je le pose tout de suite. LeBron a mis un premier verrou sur le trophée? Un premier verrou, oui. C'est-à-dire qu'en gros, on est d'accord. Là, on l'avait fait au bout de 2 matchs. Là, au bout de 4 matchs, avec les Lakers qui mènent 3-1, pour le coup, là, tu as envie de filer le MVP des finales à LeBron, je trouve. Oui. Autant je trouve qu'il y avait un vrai débat au bout de 2 matchs. Je trouve que là, il y a un peu moins de débat. Le match 3 d'Anthony Davis le pénalise trop. Et finalement, sur le match 4, là, Anthony Davis, il est très bon. Il est très, très bon. Défensivement, il a été mieux tenu en attaque. C'est plus compliqué pour lui de s'exprimer offensivement. Par contre, défensivement, il a pesé. Ça a été un de ses meilleurs matchs des playoffs en défense. Ah ouais, il a mis beaucoup de contres décisifs. Il a été présent sur les aides. Il les a terrorisés. Il les a vraiment saoulés. Il a pris ses responsabilités. Clairement, il était vexé après son match 3 et il a dit ok, on va voir ce que je peux faire en attaque. Par contre, vous les mecs, je vais vraiment vous saouler en défense, quoi. En gros, quoi. Donc ça, c'est très valuable, hein, attention. Hein. Donc oui, il y a un edge LeBron, mais honnêtement, pour moi, il n'est pas si ouf que ça. Parce que tu peux pas dire non plus que LeBron il fasse un gros match 3. Hein. Il a perdu 800 ballons. Non, bien sûr, bien sûr. Non, en fait, la différence, c'est un edge. Tout à fait. C'est pas non plus. Tu vois, c'est pas fini, quoi. La différence, elle se fait pas sur le Game 3, sur le match de LeBron, il se fait sur l'anti-match de AD. Vraiment. C'est-à-dire que quand tu es dans une course au MVP avec LeBron en finale NBA, t'as quasiment pas de marge d'erreur. C'est-à-dire que dès que tu fais un mauvais match, en fait, ça pèse trop. C'est-à-dire que là, même Anthony Davis, t'as le sentiment que il y a eu 4 vraiment bons matchs de LeBron. Bon, le Game 3, il peut être évidemment considéré comme un. Ouais, tout à fait. Mais quoi qu'il arrive, il y a quand même, tu vois, cette espèce d'apport et au moins un apport au moins normal. C'est-à-dire que au moins la chute de LeBron sur le Game 3 entre de exceptionnel à moyen, c'est pas comme Anthony Davis où il est passé de stratosphérique à Kenneth Farid. Je suis d'accord. En 48 du coup, je te pose une question. Si, donc on va avoir un match 5. Lakers favoris, Lakers peuvent tout à fait finir cette série et être champion NBA au prochain match. Si ce match, donc LeBron, il score un poil moins là, parce qu'il est collectif, LeBron, et ce qu'il veut avant tout c'est gagner, mais il est jamais loin de son triple-double, de toute façon, LeBron, donc il est pas loin du triple-double en score au moins, mais qu'à côté, t'as Anthony Davis qui fait 32-16. Dans un match qui domine fort. Et Adebayo, il s'en fout, et Olynyk, il s'en fout, et le mec, ils ont beau bien défendre, l'autre tout rentre dans le périmètre, donc il commence à se créer des espaces. Enfin, Anthony Davis, quoi, tu vois, genre un gros match comme ça. C'est qui le MVP des finales dans ce cas-là? Je pense que c'est celui qui finit le match. Si c'est un blowout, je suis d'accord, il peut y avoir une discussion. Mais par contre, si t'es dans le 4e quart et que t'as un match serré, ce que j'attends particulièrement vendredi, tu vois, je pense que le Heat en effet va rien lâcher, que tu peux rien lâcher de Miami. Et les Lakers peuvent retrouver un peu dans une bataille de tranchées. Si t'es dans le 4e quart, qu'il y a la prod ok d'Anthony Davis, mais que surtout t'as eu des gros shoots clutch et des grosses défenses et des grosses séquences. Hier, par exemple, 103 d'hier. Là, voilà, l'âge et la défense en plus clutch aussi. Ouais. Il y a le gros 3, il y a la grosse défense, tout à fait. Là, je veux bien entendre pour AD. Non, mais tu vois, voilà, je veux pas le filer à LeBron, hein, c'est pas du tout ça. Au contraire, je trouverais ça magnifique. 36 ans, l'autre, il est encore en triple-double de moyenne en finale NBA. Enfin bon, tout le monde prend ça pour acquis. Là, on est là sur Twitter. Oui, mais bon, il a perdu des ballons et tout. Les gars, Hier, c'était moins quand même. 28 points, 12 rebonds, 8 passes à 50%. Petit match, hein. Petit match. Franchement, il aurait pu s'appliquer à pas perdre de ballon en première mi-temps. Voilà, mais on prend tellement pour acquis un truc complètement fou, mais bon bref, c'est limite un autre sujet global, mais pour ce MVP des finales, je pense que c'est pas fini pour AD. Non, je dirais que par rapport au sondage dont on avait parlé en sortie de Game 2 où c'était 50-50, il a un edge là. Il y a un peu 60-40 pour LeBron là quand même, on est d'accord.
60-40 LeBron, et il faut vraiment genre... Pour LeBron, tu mets le couvercle, avec une grosse perf, tout ce qu'il faut, et en plus l'autre, il a le nose, il sait qu'il a le edge, là. Donc là, t'es LeBron, tu te dis, pardon, je peux être 3 fois MVP des finales. Et puis surtout, vu comment le Heat défend, ouais. On voit bien, là, le Heat. Ah, ils veulent donner tout ce qu'ils veulent à LeBron, mais rien à lui. Comme tu l'as dit, exactement, comme tu l'as dit tout à l'heure, Spoelstra commence à être là, genre, regarde-moi bien, Anthony Davis, comment je vais te faire chier. Par contre, Spoelstra, il le sait très bien, parce que, voilà, Spoelstra, il connaît bien LeBron. Il sait très bien que il va pas commencer à le doubler en milieu de terrain, parce que là, il va se faire détruire. Il a aucun joueur qui peut rester devant LeBron, parce qu'il a ou t'as Crowder qui a peut-être le tank, mais qui est pas assez mobile, en fait, qui est pas assez rapide pour LeBron. Ils empêchent bien les post-up de LeBron. Il a Iggy et Crowder sont trop forts pour ça. Miami a été tellement bon pour empêcher LeBron de post-up. Sauf que le problème, c'est que LeBron, il peut aussi prendre la balle dans le périmètre, emmener son mec au cercle, la lâcher quand il faut la lâcher. Enfin bref, voilà, je vais pas vous refaire LeBron James, c'est un enfer à défendre. Donc, t'as raison, il y a une probabilité aussi que ça joue pour LeBron, dans le sens où peut-être il va avoir un peu plus de marge de manœuvre que AD à cause des choix faits par Miami. Qu'est-ce qu'il faut pour que AD soit MVP des finales ? Il faut... Moi je dis, il faut pas que ça se finisse au prochain match déjà. Il faut qu'il ait plusieurs gros matchs encore à faire. Tu vois, par exemple, si tu perds, mais avec un gros match d'AD, un match middle de LeBron au match 5, et donc du coup il y a un match 6, et que là au match 6, AD recolle un gros match, et que ça gagne, ça peut jouer, tu vois. Et il lui faut une grosse ligne statistique monumentale. Soit ça finit là dès le game 5. C'est un truc qui marque tout le monde. Il faut qu'on dise genre ah ouais d'accord, ok, Shaquille O'Neal. Ok, c'est bon, on a compris Shaq. Ça va Kim, calme-toi. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Toi, il nous faut calme-toi Karim Abdul-Jabbar. Pour moi, c'est obligatoire parce que l'autre Bron, on a bien vu quoi. Moi, je critique son match 3 parce que voilà, il a perdu trop de ballons, n'empêche qu'il est en quasi triple-double quand même. Alors on va me dire, c'est des stats qui servent un peu à rien, blablabla. Il y a du vrai dans ça, c'est vrai. N'empêche qu'après dans la tête des votants, parce que je rappelle, c'est des votants. Tu as un mec qui va être en triple-double de moyenne ou quasi sur la série de finale. Donc comment tu fais pour ne pas lui piquer le MVP des finales en fait ? C'est ça le truc. Il faudrait un nouveau gros shoot genre comme à Denver. Ouais, du clutch et du gros. Un shoot limite au buzzer, limite d'Anthony Davis, tu vois, un truc qui rend la décision impossible, genre les Lakers finissent la vendredi sur un shoot au buzzer de Anthony Davis ou avec un gros match de LeBron, c'est la merde pour les votants. Et alors les votants ils vont faire genre what, tout le monde parle du shoot de AD et là on a dit ça peut mettre un peu les gens dans la merde. Voilà. Mais oui, LeBron a pris l'edge, les Lakers ont pris un gros edge d'une manière globale, hein, quand tu mènes 3-1, on en a parlé et tout. En plus, je pense que même si le Heat ne va rien lâcher, on n'en parle pas, mais genre LeBron James et Anthony Davis, ils vont lâcher. Tu vois, non plus. Donc du coup, bah ouais, t'as deux équipes quand même qui... Je trouve qu'on a... Alors oui, c'est déséquilibré parce qu'il y a vraiment une équipe qui a plus de talent que l'autre, surtout avec la blessure de Dragic et puis les blessures d'Adebayo et tout. Par contre, mentalement, on a une sacrée finale, hein, ça rigole pas, hein, ça se regarde droit dans les yeux, ça se rentre dedans, ça joue tactique, ça défend assez dur. Voilà, l'intensité, elle est là, je trouve. Tout à fait, on verra vendredi ce que ça donnera. Je pose une dernière question, est-ce qu'on va revoir ou pas un pivot du côté des Lakers dans cette série ? Un pivot autre qu'Anthony Davis, tu veux dire ? Ouais. C'est ça que tu veux dire ? Ouais, on va avoir un peu de Dwight Howard titulaire. Putain, c'était l'âge. Hein. Ouais. Ça sera ça, puis c'est tout. Il a joué combien hier ? Ouais, 10 minutes. Je dirais. 8. Ouais, c'était pas top. Hein. Il y a moyen qu'il fasse juste l'entre-deux et puis merci, au revoir, quoi. C'est bon, les Lakers, ils ont compris qu'ils doivent être petits, avec Markieff et Petit, et en plus, c'est même pas petit, hein, parce que Markieff, il est grand. Petit, c'est petit version Lakers, tu vois. Voilà, c'est ça. Kuzma, il est pas si petit. C'est petit pour eux, tu vois. Et il dit joue pivot, bah il peut jouer pivot, en fait. Genre Mike D'Antoni, là, il fait genre waouh. Ouais, ils sont grands. Waouh. Ouais. Calmez-vous. Non, mais c'est clair. Donc, non, oui, Dwight, oui. Même, moi, je pensais, mais là, clairement, j'ai eu la démonstration inverse au Game 4. Et je pensais qu'avec le retour d'Adebayo, la présence de Dwight se justifiait plus, mais non, je suis assez d'accord. Je pense qu'il va être assez peu utilisé encore. McGee, c'est clair, il ne jouera pas. À voir ce que ça donnera pour ce Game 5 qui aura donc lieu vendredi soir. Dites-nous ce que vous avez pensé du match d'hier soir. Dans la course au MVP des finales 2020, quel est votre vote au moment où on parle ? Et évidemment, on se tiendra au courant pour de futurs apéros, n'est-ce pas ? Ouais, exactement. Et bah allez. Allez, ciao. À très vite. Ciao. Oh là.